Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent. La grâce présidentielle accordée à 1064 détenus. Le chef de l'État, son Excellence, M. Fares Azimna Gnassingbé, a pris ce 27 décembre 2024 un décret accordant la grâce présidentielle à 1064 condamnés en fin de peine. C'est ce que dit le communiqué du ministère de la Justice et de la législation. Ce communiqué précise que cette mesure de clémence exceptionnelle contribue entre autres au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. La présente grâce présidentielle bénéficie à des détenus qui ont été recensés dans tous les établissements pénitentiaires du pays et qui recouvrent immédiatement la liberté. Selon ce communiqué, nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adjranou. 1064 détenus recouvrent la liberté à la suite de cette grâce présidentielle. Oui, le Togo est devenu coutumier de cette grâce-là, que ce soit en fin d'année, mais également exceptionnellement. Le chef de l'État, je pense que dans cette logique de pouvoir faire en sorte que d'accompagner les Togolais dans cette politique sociale exprimée depuis des lustres, on l'a également senti, en tout cas dans le budget qui a été également voté, et je pense que c'est dans cette logique-là que les détenus, comme il en a déjà l'habitude, ont recouvert la liberté. Mais beaucoup sont ces Togolais-là qui se sont posé la question de savoir que, puisqu'il y a un autre communiqué du ministère, vous en parlez, qui a complété le choix ou ce vœu du chef de l'État qui a le communiqué du ministère qui dit ce sont des détenus en fin, en tout cas de peine. Et lorsqu'on dit en fait de peine, beaucoup se sont posé la question de savoir que pourquoi en fait de peine et qu'on puisse donc libérer des gens. Mais je pense que pour ceux que nous avons interrogés ou ceux que nous interrogeons très souvent nous disent, si vous avez eu la malchance de pouvoir passer une seule nuit, ne serait dans une prison au Togo ou ailleurs, vous saurez réellement que 1 heure de temps de liberté avant même la date échue est très grande. Donc je pense que il faudrait quand même que l'on puisse saluer cette mesure-là qui était une mesure immédiate. Parce que ça vous a dit depuis, je pense, vendredi. Oui, vendredi. 27. Voilà, la plupart on couvrait donc cette liberté-là. Mais justement, il y avait également l'autre aspect de la chose où certains émettaient donc des inquiétudes liées au fait que lorsque nous remontons un peu l'histoire, certaines grâces, on a constaté que des gens qui avaient donc recouvert la liberté, juste une semaine après, sont retrouvés et on a fait des remontées des actes qui sont posés. Mais est-ce que c'est parce que l'homme étant ce qu'il est et qu'on ne pourrait pas véritablement donc anticiper sur certaines appréhensions, puisque quelque part lorsque nous prenons la définition de la prison, même si aujourd'hui dans notre environnement nous n'avons pas tous les éléments qui puissent permettre à une rééducation, c'est faire en sorte que normalement on puisse donc cette privation de liberté pour que vous puissiez véritablement donc revenir réfléchir sur certains actes que vous avez posés et reprendre des actes assez normaux et qu'il y ait plus une intégration et une acceptation au sein de la population. Donc, mais c'est vrai, il y a cette surpopulation carcérale qui est mise en avant, qui fait que cette bonne volonté exprimée à travers, en tout cas la privation de liberté, n'est plus ce qu'elle devait donc être. Donc ça fait que il y a certains qui, après avoir rentré, acquièrent d'autres mauvais comportements qui fait que lorsque vous purgez vos peines, il n'est pas évident que vous soyez des citoyens assez modèles départis de ce qui vous a amené donc en prison. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que cette privation ou cette mise en liberté est saluée par la quasi-majorité des Togolais. Et la joie qui a animé, puisque moi j'étais proche aussi de certaines familles, la joie qui a animé ces familles-là liées à la libération de leurs parents de la prison, puisque quelque part, n'oublions pas que lorsque vous avez un parent à la prison, à quelques exceptions, peut-être vous-même, vous constituez, en tout cas vous offrez en tout cas des prédispositions
qui affectent naturellement votre vécu quotidien. Parce qu'il faut l'assister. L'emprisonnement du parent a un impact sur vous. Mais naturellement, parce qu'il faut l'assister. Et vous avez vu également tout le périple lié donc au passage d'assistance. Pour les visites. Tout à fait. Donc c'est pas aussi facile. Donc de toutes les façons, lorsqu'il est mis en liberté, vous également, vous avez acquis. Soulagé. Vous êtes non seulement soulagé, mais vous êtes également en liberté d'une manière ou d'une autre. Donc, mais je pense que c'est à saluer. Et je crois qu'il faut d'abord féliciter le chef de l'État pour avoir donc posé cet acte-là et pouvoir également l'encourager. Puisque quelque part, à part ce désengorgement de nos jours, parce qu'on le dit tout haut, que nous avons toujours des prisons assez saturées, ce n'est pas le Togo seul, c'est une situation pratiquement africaine, pour ne pas dire mondiale. Et lorsqu'il y a plus de 1000 recensés dans toutes les prisons du Togo, je pense que c'est un effectif assez important. Mais beaucoup également attendent, parce que beaucoup sont ces politiciens-là. C'est cette question qui revient souvent. Que les prisonniers politiques, en tout cas, sont toujours là et les voix... Les prisonniers dits politiques. Bon, de toutes les façons, oui. Puisque l'État ne reconnaît pas les prisonniers politiques. Voilà, je suis d'accord avec vous. Et ça, ce sont même ces voix-là qui sont levées pour la plupart du temps réclamant dans ces libertés-là. Bon, malheureusement, je pense que la formule qui a été retenue, je n'en ai pas connaissance. En fin de peine. De peine, tout confondu. Mais je pense que ces acteurs politiques-là devaient nous dire ceux qui ont été libérés ou pas. Malheureusement, c'est silence radio. Et ça vous a dit quelque part que la formule qui a été retenue, peut-être, n'a pas joué en leur faveur. Mais je pense que cela a contribué à désengorger un tant soit peu les prisons, mais également à soulager ces populations-là liées à ces mesures-là pour que la fête soit belle et qu'elle soit belle pour tout le monde. Est-ce que la fête pourra être belle? En tout cas, le chef de l'État a levé ainsi et a libéré ou a pris un décret portant libération de 1104 détenus. Ouais, on peut dire que la fête sera belle pour ceux-là qui sont libérés, qui ont été libérés. Avant, on parlait tout à l'heure des détenus dits politiques. Avant de bénéficier de cette grâce-là, il faut être condamné. Donc, ceux-là, ils n'ont pas été jugés même. La plupart n'ont pas été jugés puisque, bon, l'État dit que ce sont des détenus de droit commun. L'opposition dit que, bon, voilà, ce sont des détenus politiques. Donc, la plupart ne sont pas jugés. Donc, ils ne pourront pas bénéficier de cette grâce présidentielle. Peut-être que, bon, il y a une autre mesure qui sera prise pour pouvoir les libérer puisque ce sont des Togolais aussi. Je pense que c'est une très bonne mesure. Le chef de l'État n'était pas obligé de le faire. C'est un pouvoir discrétionnaire, certes, mais il peut en user comme il veut. Et cette année déjà, ça fait la deuxième fois qu'il le fait. En avril, avant la fête de l'indépendance, il a eu à le faire. Il a libéré pratiquement 808 personnes. Et cette fois-ci, c'est 1104 personnes sur toute l'étendue du territoire. Je pense que c'est un acte à saluer. C'est très bien pour pouvoir permettre à ces personnes-là de retrouver leur famille, de pouvoir fêter en famille. C'est très bien pour ces personnes, même si on est sûr que beaucoup vont y retourner dans quelques jours. Pourquoi? C'est sûr. Parce que vous savez, c'est un constat. La plupart de ces détenus-là qui sortent, ce sont des gens qui commettent des crimes mineurs. Le vol de portable, le vol de chèvres, les petits vols et autres, les petits cambriolages qui sont condamnés souvent à des peines subsidiaires, peines de 12 mois, de 6 mois et autres là. Et par après, qui, faute de réinsertion sociale, ne trouvent autre chose à faire que de commettre encore un délit et d'y retourner. Donc vous questionnez en fait les dispositifs de réinsertion sociale. Bien sûr. Pourquoi vous dites qu'ils vont y retourner? Oui, c'est pourquoi on ne leur souhaite pas en tout cas cela. On ne leur souhaite pas. Mais c'est un constat. Moi, tu connais mon travail et les mêmes personnes. Vous êtes juriste et directeur d'un cabinet juriste consulting. Quelqu'un qu'on a condamné, ça fait à peine 3 mois, il vient de sortir. Bon, quand tu retournes pour visiter quelqu'un ou bien pour parler à un détenu, tu retrouves la même personne qui sort de la cage. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'il est encore retourné là-bas. Il voit même que bon, là-bas c'est sa maison en fait. Tu vois un peu. Certes, c'est un acte
à féliciter de la part du chef de l'État. Ces gens-là, certains sont assez conscients et ils vont retrouver leur famille, fêter en famille. D'autres ont appris des leçons en prison, puisque j'ai écouté dans l'élément passé par la télévision nationale des gens qui ont eu à promettre qu'ils ne vont jamais plus y retourner. Sauf que moi, il y a quelque chose qui me questionne, c'est que dans la plupart de ces détenus-là, il y a tellement qui sont des détenus à titre préventif. C'est ça qui me tourne la tête, en fait. Parce que, bon, c'est vrai, la prison civile de Lomé, si je prends juste ce centre de détention-là, la prison civile de Lomé a été conçue pour 606 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 1050 et quelques personnes. Et plus de 900 personnes sont juste là à titre de détention préventive. Or, la détention préventive est une mesure exceptionnelle pour permettre à l'instruction de faire son travail avant que cette personne-là n'aille au procès. Mais on garde les gens pendant des mois et on ne leur permet pas d'aller au procès. Parfois même, il y a des détenus qui écrivent au juge et demandent à ce qu'on les juge, si je peux me répéter. Donc, pour connaître leur peine, en fait. Mais les gens sont là pendant des mois, on ne les juge pas, on ne les appelle pas à l'instruction, on ne les questionne pas. Ce qui fait que ces gens-là, je me demande parfois si leur dossier se perd ou pas. C'est un truc qui, parfois, il faut recorriger, parce que quand on parle de l'administration pénitentiaire, c'est au même moment la justice. La justice doit être le dernier recours. On ne doit pas emprisonner tout de go comme ça, faire des mandats de dépôt à tout va. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend quelqu'un du commissariat pour aller directement à la justice, ben la personne se dit, bon, on va me déposer. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Le procureur ne réfléchit même pas, il sort le papier et puis il écrit un mandat de dépôt et puis on va le déposer. Moi, j'ai eu à assister à plein de dépôts de gens comme ça. La personne, le procureur s'assoit dans son fauteuil et puis il sort le document, il écrit et puis bon on l'amène. Il ne pose pas de questions. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il faut voir toute la procédure. C'est vrai, le ministre Namtougli est en train de faire un travail de fond, mais je pense qu'il faut voir aussi de ce côté-là pour qu'on sache réellement que la prison, c'est l'exception. Ça ne doit pas être la règle. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la règle et les gens sont là-bas à titre préventif pour de longues durées sans connaître leur sort, alors que peut-être pour un délit pour lequel il peut être condamné à 3 mois ou bien à 12 mois de prison, la personne fait 24 mois là-bas. Et ce qui se passe la plupart du temps, quand on amène maintenant cette personne-là en procès, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on te condamne à 24 mois de sursis. Oui. Parce que l'État ne veut pas se mettre dans des problèmes. Donc, il y a toute une réforme à faire au niveau de la justice pour qu'on n'arrive pas à cette surpopulation de la prison civile de Lomé. Et je pense qu'à un moment donné, on a même instruit l'État à construire un nouveau centre de détention. Je ne sais pas si c'est en train d'être construit ou pas, mais il le faut pour qu'on arrive véritablement à des gens qui sont certes privés de liberté, mais qui doivent avoir une certaine vie et qu'après leur sortie, qu'il y ait une certaine réinsertion sociale. C'est vrai, il y a certaines structures qui prennent des gens, mais ils ne prennent pas tout le monde. Donc, certaines sortes même ne retrouvent pas la maison familiale et tout. C'est assez compliqué. Adam Adjorno, l'utilité d'une telle mesure, selon le communiqué du ministère de la Justice, c'est justement de contribuer, entre autres, au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. Pensez-vous que de telles mesures effectives permettent effectivement plutôt d'atteindre cet objectif? Je crois que en partie oui, mais avant même de répondre à cette question-là, vous savez, cette mesure-là va au-delà du factuel que nous voyons en ce qui concerne donc les 1000 et quelques qui ont été donc mis en liberté. C'est d'abord que les Togolais sachent que les 14 prisons contre le Togo, oui. Le chef de l'État est assez renseigné sur cette situation. Il en parlait tout à l'heure, parlant donc du ministre. Si vous remontez un peu l'histoire, c'est l'une des rares fois que le chef de l'État intervient donc en 2 fois en 1 an pour la liberté d'être détenu directement. C'est quand même rare. Ça voudrait dire quelque part que
il a fait un rapport de fond qu'il suit personnellement. Je vais revenir sur d'autres points de cette prouesse-là que le ministre, depuis Namtougli, depuis son magistère au ministère, il est véritablement en train de faire un travail de fond pas possible. On dirait même qu'aucun ministre, oui, bien sûr, dans ces dernières années, n'a atteint les objectifs qu'il veut véritablement donc atteindre. Mais justement, avoir des renseignements sur nos prisons au Togo, je pense que, et qui a remonté au chef de l'État, c'est déjà une très bonne chose pour la population. Et donc pour cette cohésion sociale-là. Ça veut dire que cette cohésion sociale n'est pas seulement un acte lié donc à cette libération que nous constatons, mais ça va au-delà. Ça veut dire, Gabé en parlait d'une situation, en tout cas, on ne pose pas des questions. Ça va même au-delà. Il y en a même, j'écoutais certains la fois dernière qui disaient, voilà, pour une affaire foncière, on est devant la situation pendante et un juge prend une décision en absence d'une partie et nuitamment. C'est quand même rare. Et c'est une décision qui a été prise comme ça sur une situation foncière qui crée la division intense au sein de la population. Donc vous voyez, quand un ministre remonte cette situation à un chef de l'État et qui prend cette décision, vous convenez avec moi que l'objectif en termes de cohésion sociale est véritablement donc atteint. Ça n'a rien à voir tout simplement avec les 1000 qui sont libérés et qui impactent cette cohésion sociale, mais ça va au-delà le bien-être, puisque beaucoup remontent en disant voilà, il y a des maladies, il y a des décès, etc. Vous convenez avec moi que lorsque vous avez un détenu ou un parent qui est détenu arbitrairement, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui sont pris comme ça, et justement, il y a des maladies qui le guettent et d'autres même perdent la vie. Vous voyez directement que nous sommes en face d'une division sociale. Et donc, lorsqu'on prend ces mesures-là et qu'on remonte les situations de nos prisons au chef de l'État qui a pris véritablement conscience qu'il faut commencer à un niveau donné. Il parlait donc de reconstruire. Est-ce que quelque part, à la base, au lieu de reconstruire, en tout cas de construire d'autres prisons, est-ce qu'il ne serait pas véritablement d'attaquer le mal par la racine en faisant en sorte que nous ayons des situations qui puissent donc conscientiser les gens, évacuer les dossiers, accélérer les dossiers, faire en sorte que les juges puissent davantage être formés, mettre des garde-fous pour faire en sorte qu'on ne puisse pas prendre des décisions en défaveur des gens. Il faudrait véritablement que la loi puisse prévaloir. Et donc je pense que toutes ces mesures-là font en sorte que le renforcement de cette cohésion sociale, que la question que vous avez posée, a atteint ses objectifs. Gabin, est-ce que l'objectif est atteint ou sera atteint avec cette libération de 1104 détenus, créer un climat de cohésion sociale? Oui, bon, vous savez, créer un climat de cohésion sociale, ça ne vient pas tout de go. Il y a des mesures à prendre parce que la plupart des gens qui sont libérés, ils ont du mal à pouvoir réintégrer la société parce que quoi, ce qu'ils ont commis comme délit avant d'aller en prison, ils ne font pas autre chose pour pouvoir faire d'autres activités dans la société, ce qui fait qu'il y a un sentiment de méfiance des gens par rapport à ces ex-détenus là qui sont revenus à la maison. Même parfois les familles ne permettent pas à ces gens-là de se retrouver véritablement, ce qui fait qu'il y a certaines personnes, certains ex-détenus qui arrivés à la maison sont obligés encore de se retrouver dans la rue parce que le climat à la maison ne leur est pas voilà, ne sont pas véritablement acceptés. Donc à un moment donné, je pense que l'État doit faire un travail de fond. Adam vient d'en parler. L'État doit essayer quand même de permettre à ces gens-là de pouvoir être réintégrés et ne pas retourner en prison tout de go, parce que quand quelqu'un se retrouve dans la rue, quand il n'est pas accepté dans la famille, son seul atout, c'est d'aller encore commettre un autre délit et retourner en prison, même si ce n'est pas sa volonté de commettre ce délit-là, ça va s'imposer forcément à lui. Donc, je pense que ça pourrait aller. Certes, le chef de l'État est en train de faire à chaque moment pour que nos prisons soient désengorgées et tout, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème puisque c'est un problème de fond, c'est un problème de réinsertion aussi, et c'est un problème comment on dit, comment d'encadrement de la jeunesse, puisque les jeunes n'arrivent pas véritablement à se retrouver et tout, ce qui fait qu'ils commettent des délits mineurs, et bizarrement il y a des innocents dans ce genre d'histoire. Et je pense que le ministre Namtougli, il doit prendre en compte cette proposition-là que je vais lui faire, qu'il insiste à ce que les juges commettent des avocats d'office
aux détenus qui sont devant la cour. Parce que la plupart du temps, quand tu assistes au jugement, les détenus qui viennent, les prévenus et autres, là, quand ils vont être jugés, mais il n'y a pas d'avocat à côté. Imagine quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas été à l'école, qui n'est pas totalement instruit, qui ne peut pas se défendre, et puis il n'y a pas d'avocat à côté, il reçoit des questions de la part du juge, au même moment du procureur de la République, et parfois même de l'avocat de la partie adverse. Imaginez, il peut être innocent, mais face à cette plénitude de questions-là, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, à un moment donné, l'État doit jouer un rôle en commettant des avocats d'office à ces prévenus-là pour qu'il y ait un certain équilibre dans le jugement. Sinon, ce qu'on voit actuellement là, il n'y a pas d'équilibre. Sincèrement, il n'y a pas d'équilibre. Ouais, moi, je pense que quelque part, le barreau aussi joue un rôle assez important. Vous avez vu, il y a très longtemps, Maître Kofigo a apporté donc leur touche, mais récemment il a fait. Je pense que les programmes, c'est le barreau, au-delà des prévenus liés donc au pénal où on commet d'office des avocats. Là aussi, c'est autre paire de manches que les gens voudraient bien qu'on puisse donc améliorer. Il y a le barreau qui joue un rôle assez important parce qu'ils organisent véritablement des séances d'assistance gratuite donc à ces détenus-là. Donc je pense que toutes ces mesures-là concourent à faire en sorte qu'au-delà de pouvoir donc anticiper sur aussi bien la question éducative comme vous l'avez posée, mais la question la plus foncière même, c'est de faire en sorte que ces prisonniers-là puissent être acceptés dans leur famille, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, même il y a un climat assez de méfiance par rapport à ceux qui, surtout lorsque vous avez en famille, quelqu'un qui n'a jamais été donc condamné et qui se retrouve à l'être. Lorsque vous arrivez, même pour aller dire bonsoir à une tante, c'est déjà des difficultés. Mais je pense que nous sommes arrivés à une certaine civilisation. On doit dépasser ces idées conçues qui par le passé disaient que voilà, lorsque vous arrivez en prison, vous êtes plus souillé, voilà, plus criminel que vous l'étiez en rentrant. Moi, je pense que quelque part, il y a également des programmes au sein même de nos prisons qui essaient de conscientiser, qui essaie d'orienter, qui essaie véritablement de faire en sorte qu'on puisse avoir une insertion assez acceptée dans nos communautés. Mais ce qui est sûr, c'est que le mal est toujours persistant et on doit faire un effort de pouvoir donc démystifier cette mentalité-là pour que nos parents puissent être acceptés après ce calvaire-là suivi, qu'ils ne subissent pas autre calvaire lié donc au social. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Gabin. Bon, nous sommes en fin d'année. Je ne vais pas faire état de tout ce qui s'est passé. Je vais juste souhaiter mes meilleurs voeux à certaines personnes qui me sont véritablement chères, à ma famille, à Diaho, à la famille Koudenia, à la famille Nlaté, et à vous qui êtes sur ce plateau, et surtout à tous mes amis du groupe Parlons Sport. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjaro, vos mots de fin. Oui, j'ai deux grands mots de fin, mais le premier, c'est justement souhaiter mes voeux les meilleurs, surtout à tous ces téléspectateurs qui nous font honneur à travers tout l'étendue du territoire, qui nous suivent et qui nous font donc des remontées pour améliorer ce que nous faisons. Et ça va au-delà du Togo, je parle dans tous les pays lorsque nous y rendons. Il y en a également qui voudraient bien voir qu'on puisse donc orienter le débat en ce sens-là. Mais le second aspect est lié à ces autorités-là, toute la chaîne. Vous avez vu cette effervescence liée donc à toutes ces autorités qui étaient dans leurs localités respectives pour assister nos communautés à passer de bons moments, ce qui n'est pas loin également à cette grâce présidentielle-là, à passer de bons moments en cette fin d'année. Mais j'ai une pensée particulière à l'artiste Adotevi qui a fait pas mal de prouesses en cette année 2024. Il a eu à représenter le Togo avec ses œuvres, notamment il était à l'exposition en Italie, représentant avec une œuvre triée véritablement avec beaucoup de finesse de par l'Afrique. Il a eu à représenter le Togo. Il était récemment, je pense qu'il est rentré après le 25, le 26 si je m'attends, représenté également le Togo en Côte d'Ivoire.
Donc c'est un secteur dont on n'y parle pas assez, mais il y a des Togolais qui font assez de prouesses. Donc je lui souhaite bon vent et le félicite pour ses prouesses cette année 2024. Merci beaucoup à vous, Adam Ajrono. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé ici. C'est moi. Et c'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à la préparer et à vous la présenter. Merci beaucoup à Richard Kofanga à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion, à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le dernier numéro de Regard Croisé de cette année. À très bientôt.